Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. La fête de l'armée malienne, c'est demain 20 janvier et les préparatifs vont bon train à la place du 34e régiment du génie militaire. 19e sommet des non-alignés et 3e sommet du G77 plus la Chine, c'est à Kampala en Ouganda où est arrivée hier une délégation malienne avec à sa tête le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Burkina Faso, les autorités annoncent avoir déjoué un projet de déstabilisation, un réseau qui comprendrait, selon un communiqué, plusieurs militaires en fonction. Enfin, sport, l'actualité, c'est bien sûr le football. Et le football ces jours-ci, c'est la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Isaac Tchenou nous en parlera en fin de journal. Auditrices, auditeurs, bienvenue. C'est demain 20 janvier, la date anniversaire de la création de l'armée malienne, une date qui ne passe jamais inaperçue. À la place d'armes du 34e régiment du génie militaire, les préparatifs vont donc bon train. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a assisté à la dernière séance de répétition, une séance suivie par Abdul Karim Mokaba. À la place d'armes du 34e régiment du génie militaire, lieu de défilé, les préparatifs vont bon train. Ensemble, soutenir les forces de défense et de sécurité dans une paix durable, tel est le thème de la présente édition. En assistant au dernier réglage avant le jour J, le ministre de la Défense et des anciens combattants veut s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour un parcours sans faute. Colonel Sadio Kamara. J'ai assisté au défilé militaire. Nous avons fait quelques remarques aux uns et aux autres qu'ils prendront en compte, qui va leur permettre le jour du 20 janvier de faire un très bon défilé. La hiérarchie militaire a tenu à être présente à cet exercice, cela afin de soutenir les hommes, mais aussi les encourager pour que la célébration de cet anniversaire soit à la hauteur. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Aujourd'hui, nous parlons de la souveraineté retrouvée. Et la souveraineté retrouvée se manifeste à tous les niveaux. Vous avez pu le constater avec les forces armées maliennes. Nous sommes aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Il y a de cela quelques années, ce n'était pas le cas. Grâce à la volonté du peuple et le soutien du peuple malien, le Mali a demandé et obtenu le départ de toutes les forces étrangères. Et aujourd'hui, après leur départ, nous pouvons être fiers de nos forces armées parce que nous arrivions à assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. En plus de la direction du sport militaire, le défilé du 20 janvier 2024 sera marqué par une imposante démarche de l'unité spéciale de la gendarmerie. Les opérations seront menées par le commandant des troupes, le colonel-major Mamadou Souleymane Koné. Il promet de tout mettre en œuvre pour que ce défilé soit une réussite et offrir aux Maliens une parade digne de ce nom. Le ministre délégué auprès du ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, celui en charge des affaires religieuses, était à Sikasso hier jeudi. C'était pour la clôture des activités de la journée nationale de la souveraineté retrouvée, présidée par le Premier ministre. Les deux ministres ont salué la mobilisation de la population du Kénédougou. À Sikasso, nous avons joint Moustapha Doumbia. C'est une forte mobilisation de la population du Kénédougou pour la clôture des activités de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Une clôture présidée par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. L'occasion est saisie par les autorités communales pour remercier les autorités de la transition qui ont rendu possible l'ouverture de l'université de Sikasso. Abdrahman Sidibé, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. Je voudrais une fois de plus
Au nom de toutes les populations de Sikasso, rendre un vibrant hommage au président de la transition et son gouvernement pour les efforts consentis pour la sécurité et le regroupement de la totalité de notre chère patrie, le Mali, dont le retour de la ville de Kidal sous la gestion de l'État est le signe le plus palpable. Nous profitons de l'occasion pour remercier le gouvernement pour l'ouverture de l'université de Sikasso, qui, durant des années, les dossiers étaient restés dans le tiroir. Le porte-parole des légitimités traditionnelles a, à son tour, salué les efforts des autorités de la transition. Il a ensuite rappelé le rôle de Sikasso dans toutes les initiatives de résistance. Fatoumata Sekou Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles. Ils ont vu l'importance de cette journée qui commémore une journée qui a été historique et inédite au Mali et qui a fait que même la communauté internationale s'est rendue compte que les autorités de la transition sont avec leur peuple. De dire au peuple sikassois du Mali que cette journée, c'est une journée de rappel, mais que c'est un processus continu pour la souveraineté retrouvée. Docteur Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. On doit toujours rester unis. En restant unis, on devient fort. En restant unis, nous bâtissons notre pays. En restant unis, nous allons aller en avant et nous allons déjouer tout ce qui est contre nous. Le ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a salué la mobilisation de Sikasso pour soutenir la transition. Le Premier ministre, chef de gouvernement, a lui invité les Maliens à l'union pour consolider les acquis de cette transition. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Une délégation conduite par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, est arrivée hier à Kampala, en Ouganda. La mission ministérielle prendra part successivement au 19e sommet des non-alignés, au 3e sommet du G77+, la Chine. Le sommet des non-alignés regroupe 120 États autour du thème « Approfondir la coopération pour une richesse mondiale partagée ». Sur place à Kampala, nous avons joint notre envoyé spécial Garibou Pérou. Tapis rouge au ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, à son arrivée à Kampala. Il porte la voix du Mali au 19e sommet des non-alignés et au 3e sommet du G77+, la Chine. Le mouvement des non-alignés qui a vu le jour dans les années 60 est aujourd'hui le plus grand groupement des pays après les Nations Unies. Le mouvement compte 120 pays, 53 d'Afrique, 39 d'Asie, 26 d'Amérique latine et des Caraïbes et 2 d'Europe. Il comprend aussi la Palestine, 17 autres pays observateurs et 10 organisations observatrices. À l'origine, il faut le rappeler, le mouvement des non-alignés s'inscrivait dans la logique d'éviter l'affrontement des blocs Est-Ouest. Kampala, capitale africaine, réunira pendant 6 jours des chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Sans surprise, il sera question de l'insécurité alimentaire, des changements climatiques, mais surtout la question de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Kampala, Garibou Pérou et Tchétché Camara pour l'ORTM. ORTM, il est 13h passé de 8 minutes. Nous passons à l'actualité internationale. En Ouganda, la 42e session extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, IGAD, s'est achevée hier. Elle rassemble 7 pays avec un programme assez chargé avec notamment 2 crises majeures sur la table. La tension diplomatique entre l'Éthiopie et la Somalie depuis que Addis Abeba a signé un accord avec le Somaliland, territoire autoproclamé indépendant, que Mogadiscio ne reconnaît pas, et la guerre au Soudan ouverte le 15 avril dernier, un conflit de plus en plus meurtrier qui a plongé le pays dans une situation humanitaire très grave. En l'absence de plusieurs pays, notamment l'Éthiopie et le Soudan, l'organisation a fait ce qu'elle a pu pour relancer les initiatives de paix. Aux Comores, l'opposition appelle la population à manifester ce vendredi contre la victoire du président sortant Azali Assoumani à la présidentielle, alors que des heures ont fait au moins un mort et 5 blessés depuis la proclamation des résultats provisoires.
Nous lançons un appel à l'ensemble de la population pour faire de la journée de ce vendredi une journée nationale de protestation et de dénonciation de la mascarade électorale de Azalim et son pouvoir à déclarer. Ont plutôt déclaré puisqu'ils sont cinq candidats de l'opposition qui s'étaient présentés pour ce scrutin. Au Maroc, le roi Mohamed VI appelle à la moralisation de la vie politique, de la vie public, disons, dans un contexte de condamnation importante d'élus en tout genre, parlementaires, élus régionaux. Les souverains demandent la création d'un code de déontologie et de la nouvelle législature élue en 2021. Ils sont aujourd'hui 15 députés à avoir été déchus de leur mandat par la Cour constitutionnelle. Corruption, détournement des deniers publics, viol ou encore malversation immobilière. Les chefs d'accusation sont variés et touchent également d'autres couches de la politique marocaine. Ce n'est pas la première fois que les rois rappellent alors les élus du pays. Il leur donne 2 ans jusqu'aux prochaines élections législatives pour mettre en place cette mesure. Au Tchad, le Premier ministre de transition, Succès Masra, était hier devant le Conseil national de transition, outre le programme politique de son gouvernement, devant conduire le pays à la fin de la transition. Il a également présenté la nouvelle constitution du pays. Succès Masra a assuré devant le Parlement provisoire d'organiser les meilleures élections de l'histoire du Tchad. Il a annoncé dans plusieurs domaines de la vie socio-économique une multitude de projets très ambitieux en s'engageant au-delà des 9 mois qui restent avant la fin de la transition. Au Burkina Faso, le gouvernement annonce avoir déjoué un projet de déstabilisation du pays. Selon un communiqué signé, le porte-parole du gouvernement de transition, c'est un réseau de plusieurs militaires en fonction, militaires radiés et des civils dont l'objectif aurait été de s'attaquer aux institutions de la République. Le gouvernement de transition a dévoilé les détails de ce scénario. Il assure que des financements étaient en cours Il assure que des financements étaient en cours de déblocage, de transfert depuis l'extérieur du pays pour alimenter l'opération. Le lieutenant-colonel Évrard Somda, ex-chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et Prosper Bassoulé, directeur de cabinet d'un homme d'affaires, ainsi que plusieurs militaires, sont aux arrêts depuis dimanche dernier. Mali Actualité, 13h12. Retour à présent à l'actualité nationale pour parler du lancement de l'atelier de mise en route du projet ARCHE, un projet pilote d'une année porté par l'ONG d'État suivi sur financement de la coopération suisse. Il vise à renforcer les niveaux scolaires de plus de 4000 enfants affectés par la crise dans les régions de Mopti et Douanzan. La cérémonie de lancement qui s'est tenue à l'Académie d'enseignement de Mopti était présidée par le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouvernorat de Mopti. Le point avec Bemba Sibi. Assurer à chaque enfant un minimum éducatif dans les zones de crise. Voilà l'objectif visé par le projet ARCHE dont la phase pilote d'une année vient d'être lancée. Abdoulaye Dara, représentant du directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti. L'objectif général de ce projet est de contribuer au renforcement de l'accès à l'éducation, à la qualité des apprentissages dans la situation d'urgence éducative au centre du Mali. Tchedjan Bougoudogo, chef du projet ARCHE. C'est une offre holistique de services qui permet aux enfants de la 3e année et de la 5e année de pouvoir aller, en tout cas à l'école, n'est-ce pas, d'améliorer en tout cas leur niveau à travers un système de remédiation accompagné, n'est-ce pas, par en tout cas certains services d'appui alimentaire, d'appui sanitaire, d'appui en roche. Le projet ARCHE va renforcer le niveau de plus de 4000 élèves des cercles de Koro, Douanzan, Kona et Mopti. Financé à hauteur de plus de 600 millions de francs CFA, en grande partie par la coopération suisse, le projet est porté par l'ONG Delta Survie. Ba Akou Boubou Tamboura, représentant de l'ONG Delta Survie. Delta Survie, par son expérience, n'est pas restée en marge. C'est dans ce cadre qu'elle a réfléchi pour l'initiative de ce nouveau projet d'éducation intitulé ARCHE. Amélioration de la lecture, calcul, c'est les enfants en retard d'apprentissage dans les zones de crise sécuritaire. Abdoulaye Dagatera, conseiller au gouvernorat de Mopti. La récupération des enfants dont la scolarité a été menacée ou diminuée en termes de qualité suite au conflit
dans les zones. Cela est une très belle initiative de l'ONG et de ses partenaires que nous remercions ici, mais aussi pour la préservation des droits de ces enfants. Un droit à l'éducation durement éprouvé avec la crise multidimensionnelle que notre pays traverse ces dernières années. Et le projet Arche vient comme une bouée de sauvetage pour ces enfants qui subissent malgré eux les affres des autres troubles de la crise. Mopti, Bemba Sibi, Diakalia Traoré pour l'ORTM. Le laboratoire central vétérinaire de Sotuba a tenu hier la 39e session ordinaire de son conseil d'administration et sur une prévision annuelle de 60 000 doses de vaccins, le laboratoire a pu produire plus de 40 000 doses en 2023. Le conseil était présidé par le secrétaire général du ministère de l'Élevage et de la Pêche, Aliou Abdoulaye Touré. Le laboratoire central vétérinaire est une structure de référence dans la sous-région. En 2023, par exemple, le LCV a pu réaliser plus de 67% de production de vaccins. Et cela malgré un contexte difficile marqué par des crises au niveau national et international. C'est sur cette note d'espoir que s'ouvre la 39e session du conseil d'administration du laboratoire central vétérinaire. Madi Matene Keita est secrétaire général du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Le laboratoire central vétérinaire a, dans le domaine de la production des vaccins, produit 40 247 925 doses, toutes valences confondues, contre une prévision de 60 millions de doses, soit un taux de réalisation de 67,8%. Quant aux activités de contrôle de qualité, elles ont porté sur le contrôle de 161 lots de vaccins et l'analyse d'un total de 285 échantillons de denrées alimentaires et composantes de l'environnement afin de déterminer leur qualité bactériologique ou toxicologique. S'agissant des activités de diagnostic, un total de 10 936 prélèvements répartis en 838 échantillons pour le dépistage de 5 zoonoses. Il s'agit du brucellose, le charbon bactérien, la grippe aviaire, la rage et la tuberculose. Pour l'exercice 2024, le laboratoire central vétérinaire entend travailler sur la prévention et l'éradication des maladies animales par le diagnostic et la recherche. Dr Boubacar Maïga, directeur général du laboratoire central vétérinaire. Nous prévoyons de recevoir un total de 9 000 échantillons qu'on va traiter et analyser et donner les résultats dans le cadre du diagnostic des maladies animales, y compris les zoonoses, c'est-à-dire les maladies transmissibles à l'homme. Ensuite, il s'agit d'assurer sur le plan de la santé publique l'analyse microbiologique des aliments, des eaux et des boissons. Ça, c'est le contrôle de qualité. Sur ce plan, il est prévu de recevoir à peu près 200 lots de vaccins qu'on va tester et ensuite analyser à peu près 300 échantillons d'aliments, d'eau, de boissons et de composantes de l'environnement. Le secrétaire général du ministère de l'Élevage et de la Pêche a exhorté la direction du laboratoire central vétérinaire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter la rupture du vaccin et de dynamiser les activités de recherche. C'est parti pour la première édition du festival Soninké de Nyamakala du Mali. L'événement a lieu au Palais de la Culture Amadou en Patiba. Il met en avant durant 4 jours les valeurs culturelles et artistiques du Mali en général et des Soninké en particulier. Il est placé sous le parrainage du colonel Sadio Kamara et de Traoré Oumou Soumaré du CNT. Reportage Mariam Koulibaly. Promouvoir la culture soninké et plus particulièrement le rôle des Nyamakalan, c'est tout l'objectif recherché à travers cette première édition du festival soninké des Nyamakalan. L'événement regroupe l'ensemble des castes et dignitaires des 4 grandes familles soninké, à savoir Ouagadou, Karangalou, Kusata et Kagorota. Bandjougou Sissoko, président des Nyamakala soninké. Nous avons organisé ce festival pour redynamiser le rôle des Nyamakala soninké dans la société. Beaucoup pensent que les Nyamakala se limitent à Kémandé alors que ça va au-delà de tout cela. Le programme meublé de chant, danse, cérémonies rituelles et causeries débat permet de mettre en évidence toute la richesse de la culture soninké. Les thèmes retenus sont la cohésion sociale et le vivre ensemble.
ensemble. Traoré Oumou-Soumaré, marraine. Les Soninkés sont et resteront toujours activement solidaires de toute initiative contribuant à la préservation, au développement et à la promotion du brassage et de la diversité culturelle. Maïga Sina Damba, représentante du parrain. Le thème de cette première édition cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités en ce qui concerne la cohésion sociale, le vivre ensemble, la paix et la réconciliation. Ici, l'intégration est magnifiée par la communauté Dogon, choisie comme invité d'honneur à cette première édition. Nouhoum Tapili, président du Djina Dogon. C'est une très grande fierté et un grand honneur qu'on a fait à notre communauté, et c'est pour cela que nous nous sommes déplacés en masse avec tous nos attributs culturels pour venir assister et soutenir la communauté soninké. Andogoli Guindo, ministre en charge de la culture. Plus qu'une simple manifestation populaire, ce festival est un puissant témoignage de l'unité du Mali dans la diversité, un moment d'introspection sur l'état de la cohésion, du vivre ensemble et une belle preuve de la résistance des peuples qui composent la nation malienne, particulièrement celui du peuple soninké. Et le ministre d'inciter les organisateurs à inscrire ce festival dans le registre des grands rendez-vous culturels du Mali. Il vient de me rejoindre dans ce studio et comme toujours, il est en pleine forme. Isaac Chenou, c'est bien sûr de lui qu'il s'agit. Bonjour Isaac. Bonjour Cédou Foma. L'actualité est dominée par le football avec la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Aigles effectueront demain leur deuxième sortie. Ça va être contre la Tunisie. Ah oui, c'est vrai qu'une victoire dans ce match sera synonyme de qualification en huitième de finale pour le Mali, tandis que, à l'inverse, une défaite serait probablement synonyme d'élimination pour la Tunisie. Et face à la presse ce matin, les sélectionneurs des deux équipes se sont donc prononcés sur ce match de demain. Alors, je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration, à commencer par Jarel Kadri, le sélectionneur des Aigles de Carthage de la Tunisie. Il est prudent en ce qui concerne cette rencontre, mais espère être à la hauteur de l'événement. Ces deux équipes qui se respectent, qui se connaissent, qui connaissent leur niveau. Nous savons, nous connaissons tout, nous les connaissons et eux aussi nous connaissent. Donc pour ce fait, nous considérons que c'est l'une des meilleures équipes qui sont présentes ici. C'est une équipe qui a beaucoup de force au niveau de l'attaque, sur le plan effectif, sur le plan qualité surtout. Pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes demandés à répondre sur le plan intérieur pour que nous pouvons, si Dieu le veut, nous allons être au bon niveau pour donner une réponse positive, Inch'Allah. Alors, pour ce qui est d'Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali, ton équipe doit être donc motivée et rester concentrée, et surtout que les deux équipes se connaissent bien. Demain qui se prépare, voilà, on s'est bien entraîné hier, et aujourd'hui on sera dans un entraînement, encore une fois, pour bien préparer ce match qui arrive demain face à une très très belle équipe. Aujourd'hui, on s'attend à un adversaire qui est de très grande qualité et avec l'histoire qu'ils ont au niveau de leur palmarès et au niveau de leur football, ils ne sont jamais autant dangereux quand ils sont entre guillemets dos au mur. Donc on s'attend à un match très disputé avec quand même, comme je le répète encore, avec une très belle équipe en face. Voilà, donc des propos recueillis par l'un de nos envoyés spéciaux, Fouteki Tungara. Mali-Tunisie, c'est pour demain à partir de 20h. Alors, Isaac Chenou, la deuxième journée de poule se poursuit ce soir et 3 rencontres seront au programme. Oui, c'est vrai que pour le compte de cette deuxième journée de groupe C, on aura le droit à un match entre deux cadors du continent africain. Il s'agit du Sénégal et du Cameroun. Cette rencontre se déroulera donc cet après-midi à partir de 17h au Charles Kona Bani Stadium de Yamoussoukro, à suivre sur la chaîne 2. Et à partir de 20h, la Guinée-Conakry affrontera la Gambie, et déjà à 14h, donc tout à l'heure, le Cap-Vert aura affaire au Mozambique. Hier, la Côte d'Ivoire a été battue par le Nigeria 1-0, et bien ce penalty de Williams Trolls Ekon, un résultat qui place le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations en 3e position dans le groupe A. La Guinée équatoriale l'a emporté 4-2 devant la Guinée-Bissau. La tête du groupe revient désormais donc à la Guinée équatoriale avec 4 points et devant la Côte d'Ivoire qui compte 3 points. Et autre résultat donc a laissé le Ghana donc et l'Égypte ont fait match nul 2 buts partout. Pas
d'autres nouvelles, Isaac? C'est l'essentiel. Je ne reste qu'à vous dire merci. Et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré. Réalisation dossier Baba Diarra, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Gardez l'écoute car dans un instant, Kani Keita sera là pour la rubrique des avis et communiqués. Au revoir.